Buongiorno bianconeri, petit post-match pour Genova-Juventus, un partout, on va en discuter. Donc voilà, hier il n'y a pas eu de post-match parce que j'étais assez frustré, disons, du résultat, pour comment il est intervenu, et on va le voir. Pour moi, il y a deux facteurs principaux, c'est le jeu de la Juventus, mais aussi l'arbitrage. Vous mettez derrière le pourcentage que vous voulez, à la causalité de chacun de ces éléments sur le match nul de hier. Personnellement, je suis plutôt à 60% pour la prestation, mais quand même 40% pour les deux grosses fautes que je mettais en couverture, en citant les amis de Pueblo Juve qui ont joint les deux photos. Mais quand même, le penalty était solaire, penalty de Bani, et puis la faute de Malinowski sur, ils disent, après le penalty, il faut le marquer. Le carton rouge à Malinowski à la 91e, pas sûr que ça change grand chose, d'où le 40%. Mais en tout cas, aujourd'hui, pendant que je recharge ma voiture électrique, je voulais quand même faire le post-match et parler de tout ça. Et je vais commencer par justement les erreurs arbitrales. Comme ça, on garde la partie plus intéressante quand même pour la fin, c'est-à-dire la mauvaise prestation de la Juventus. Tout d'abord, merci de vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Vous abonner, vous activez la cloche, comme ça vous êtes mieux au courant de chaque vidéo et aussi de chaque live que l'on fait ensemble. Vous êtes automatiquement notifié si vous activez la petite cloche. Alors, vous connaissez la chanson, la Juventus est à chaque fois attachée de voler, entre guillemets, alors que franchement, on n'arrête pas de subir et on subit, surtout j'ai l'impression depuis 3-4 ans, un vrai acharnement, et on n'a pas le droit d'en parler par les anti-Juventini, parce que sinon on remet en question la phrase qu'on a éternellement dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attaquer aux épisodes arbitraux, et d'une autre part par une certaine partie aussi de nos propres tifosi qui disent il faut parler de la prestation. Alors personnellement, je parle des deux. J'ai donné un poids. J'ai dit que pour 40% quand même on a fait match nul par rapport aux décisions arbitrales, parce que quand même elles ont un impact. L'un ne diminue pas l'autre. Parler des épisodes arbitraux contre la Juventus ne diminue pas le fait que de toute façon on a eu presque, disons, non, pas presque, je pense c'est sûr, le plus mauvais match de la Juventus cette saison, parce que il y en a qui pourront me dire, contre Atalanta aussi on n'a pas joué à l'attaque, contre Sassuolo on en a pris 4. Ma réponse serait que contre l'Atalanta, simplement le plan de match prévoyait ça en fait. Chez eux à Bergame, on a simplement décidé de se contenter du match nul. On peut être d'accord ou pas, mais néanmoins je pense que c'est ça que ça s'est passé, alors que là on cherchait quand même la victoire, sauf que on n'a pas mis les moyens derrière pour gagner ce match. Et l'autre match contre le Sassuolo, oui, on a perdu 4-2, mais je vous rappelle que jusqu'à la 70e, on était 2 partout, on a rattrapé 2 fois le match parce que le Sassuolo est passé 2 fois à l'avantage, on a su le reprendre 2 fois, et après à la fin il s'est passé ce qui s'est passé. On a pris le 3-2 du Sassuolo justement parce qu'on était à l'attaque, ce qui a fait qu'après l'équipe a adopté par moment une attitude un peu plus conservatrice du score, justement parce qu'on s'est fait avoir comme des bleus à Sassuolo en prenant le 3-2 pendant qu'on était tous à l'attaque. Mais donc pour revenir un peu plus spécifiquement sur ce qui s'est passé hier, vous vous souvenez, on a pris un nombre incalculable de pénalty contre par De Ligt qui avec la main pratiquement la prenait toujours, et ce à l'époque, même si ça ricochait sur une autre partie du corps avant de toucher la main. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, la règle disait que si c'était dévié et après ça touchait la main, c'était pas une faute de main. C'était vraiment déclaré par l'association des arbitres, mais cette règle a disparu. Donc quand dans le replay on voit d'abord toucher la cuisse et après indéniablement ça touche la main, et effectivement ce ballon est dévié de sa trajectoire qui l'aurait amené dans la petite surface, surprenant je pense même le gardien, eh bien c'est une faute de main. Le règlement en ce moment il dit que c'est faute de main, et toutes les moviola, les commentaires des journaux aujourd'hui pour une fois nous donnent raison, c'était une faute de main.
Alors moi, ce qui m'agace, c'est aussi l'attitude que tous les interprètes du match ont eu à ce moment-là. T'as Chiesa qui se touche le bras, il râle 5 secondes, mais pas plus que ça. Le ballon est pratiquement instantanément apporté sur l'endroit où le jeu s'était arrêté, pour soi-disant une faute successive à la main de Bani. Pour reprendre le jeu, l'arbitre trace la ligne pour son coup franc et personne ne râle. Il se passe bien une minute, je crois, non? À partir de la main, il se passe bien 1 minute peut-être effective de non-jeu. Et moi, j'ai pas vu la notion checking penalty à l'écran. Je sais même pas si le VAR a fait un contrôle. Alors, il y a des journalistes assez sérieux, Capuano par exemple, qui nous disent que ils ont fait une séance avec tous les arbitres il y a 1 an et demi et qu'il y a de toute façon des contrôles permanents. Apparemment, c'est vraiment envahissant. Tout l'audio VAR, c'est en continu. Ils contrôlent vraiment minutieusement tout. Mais moi, j'ai pas vu comme quoi la VAR était en train de checker ça et je peux même pas m'expliquer comment ça se fait que l'arbitre, il n'y a même pas une seconde, se dit « Attends, on est en train de me parler ». Non, lui, tout de suite, il va prendre le ballon, il le positionne et on a tous eu l'impression que de toute façon, c'était passé à la trappe. Pas de râlage côté joueur, pas de râlage côté banc ou quoi. Oui, Allegri prend un carton jaune, mais dans une autre situation, parce qu'il y a aussi un moment du match où l'arbitre nous sort 2-3 cartons jaunes. Alors, Kenny, c'est sûr, mais je crois aussi Milik et un autre qui prennent un carton jaune à l'espace d'1 minute 30. Pour des fautes honnêtement assez véniales, surtout celle de Milik. Weston, lui, c'est juste parce qu'il a râlé, en fait, parce que les joueurs en ont marre qu'on nous traite comme ça. Et pour le même genre d'épisode, on voit que au Genova, dès qu'ils étaient touchés, minimum, le jeu a été interrompu, c'était faute pour eux. D'ailleurs, le jeu était énormément interrompu, surtout en deuxième mi-temps. Il y a eu 5 changements par part et on n'a que 3 minutes de temps de récupération, alors que la tendance actuelle, c'est plutôt à donner beaucoup de minutes de temps de récupération, ce qui me plaît pas, mais ils le font en ce moment. Eh bien non, là, 3 minutes. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais l'arbitrage de Massa a été vraiment piètre et celui de la VAR, j'aimerais dire aussi. L'autre épisode qui nous a fait vraiment tous halluciner, et ce même en direct, c'est la réplique de Locatelli sur Bremer qu'on a eu contre le Sassuolo. Là, c'était, je crois, la 60e, quelque chose comme ça. Le pied haut à marteau sur le tibia de notre joueur. Là, heureusement, ils disent il n'avait pas le pied appuyé par terre ou planté par terre, parce que sinon, le pied à marteau comme ça, direct, perpendiculaire sur la tibia, ça te la casse. Il n'y a pas 2 ou 3 solutions, ça te la casse. Et donc, encore une fois, de voir que si d'une part l'arbitre n'est pas bien positionné ou ne voit pas bien la situation alors qu'il est sur le terrain, eh bien quand même la VAR a le droit et a le devoir d'intervenir, parce que c'est une désattention de l'arbitre pour sanctionner ce genre de comportement. Et bien entendu, ça n'arrive pas. Alors oui, les Juventini, nous, ça nous rend fous, parce qu'on voit bien, et on l'a vu jusqu'à dimanche dernier d'Inter Napoli, que quand la VAR peut intervenir, et ça de façon vraiment même pour des bêtises. Et on s'est posé la question dimanche dernier, mais est-ce que si c'était la Juventus qui avait subi une faute, mais quand même qu'il fallait voir sur le terrain, il fallait juger l'intensité, et l'intensité, on nous a toujours dit que c'est l'arbitre qui la détermine, parce que lui il est sur place. Et bien là, la VAR, elle intervient pour une histoire de non, il l'a touché quand même sévèrement, alors que non. Le défenseur avait appuyé la main, vous vous souvenez de la scène, sur l'épaule de Lautaro, et lui, très malignement, comme d'habitude, il s'est laissé tomber. Donc à un moment donné, moi je veux pas savoir si oui, il y a faute, parce que je suis pas un expert d'arbitre, mais même Luca Marel, hier en direct, a dit que c'était rouge pour Malinowski, qu'il y avait un penalty qui manquait pour la Juventus, mais moi je veux juste qu'il y ait une conformité des choix. Si on prend le choix A dans un certain match pour une certaine équipe aux couleurs
j'avais un dire comme ça, mais noir et bleu, disons, eh bien, on doit prendre exactement la même décision pour toutes les autres équipes. Le traitement sur le terrain pour avoir un championnat qui soit valide doit être le même pour tout le monde. Bon, ça fait déjà 8 minutes que je passe sur ce sujet-là. Allons à l'essentiel. La Juventus a disputé un premier mi-temps qui, j'ai envie de dire, ça se tient par rapport à tous les autres matchs qu'on a fait. C'était à peu près du même genre, un peu peut-être plus de difficultés au milieu de terrain à jongler. On a vu ici l'absence aussi de Rabiot qui donne cette détermination, cette envie de faire un pas de plus, alors que Miretti, on l'a vu totalement perdu, totalement à l'ouest. Weston McKennie, pareil, très dynamique, très volontaire, mais il lui manque la technicité pour résoudre des situations. On a manqué énormément de verticalisation pendant tout le match. La seule grosse occasion de la première mi-temps, à part le penalty, c'est Dusan Vlahović sur centre parfait de Federico Chiesa. Vlahović dans la petite surface arrive de justesse sur le ballon, mais met le corps en arrière et le prend du plat, ce qui fait que le ballon monte aux cieux. Très dommage pour moi. Dusan Vlahović, ces buts-là doit les mettre, et puis quand même il a la lucidité pour profiter de l'erreur défensive du Genova pour servir Federico Chiesa, ce qui dribble le gardien commet faute et on donne le penalty. Donc Dusan Vlahović, pour moi, la seule bonne chose qu'il fait, c'est cette réactivité sur ce ballon perdu de la défense du Genova. Sinon, assez brouillon, il marche sur le ballon, il le perd de façon hyper facile. Je trouve même que le contact physique, il le tient pas tant que ça, parce qu'il y a plusieurs situations où il se retrouve à lutter en un contre un avec un défenseur, et même un défenseur qui a moins de masse musculaire que lui arrive à le retenir, à le faire tomber. Lui, on dirait que son langage du corps, quand il réceptionne le ballon, il est plus pour prendre la faute que pour lutter et s'en sortir avec le physique de façon dominante par-dessus le défenseur. Donc cette attitude commence vraiment à me taper sur le système. J'espère vraiment que Dusan Vlahović se réveillera d'un point de vue d'abord psychologique puis physique et commencera à être vraiment l'avant-centre dont on a besoin, parce que les statistiques, encore une fois, nous montrent que les occasions, on les crée, mais Dusan Vlahović a le record en cette saison pour les missed opportunities. Donc en fait, il reçoit des ballons qu'il devrait normalement convertir avec un expected goal assez haut sur chaque occasion, et que à chaque fois il ne convertit pas. Donc voilà, c'est vrai que l'absence de Rabiot et donc le fait que Miretti joue a pu jouer, mais à mon avis on doit aussi gagner contre le Genova en absence d'Adrien Rabiot. On ne peut pas, même si la situation est grave au milieu de terrain et en attaque pour leur vraiment constipation, j'aimerais dire, aujourd'hui, c'est quand même la défense qui fait une vilaine erreur. Et Kuban fait vraiment un truc magnifique, le stop après avoir si avec le bras ou pas. Mais dans tous les cas, on va dire que c'est épaule et serre tout de suite de la tête son compagnon pour qu'il la mette au fond du sac. C'était vraiment une belle action, mais dans l'axe, ça nous est vraiment jamais arrivé dans la saison de prendre un but aussi rapproché de la cage. Ça a toujours été des frappes plus ou moins extérieures ou plus ou moins éloignées. Dans tous les cas, pour moi, hier, il se sauve. Certainement Federico Chiesa qui, quand il met le gaz, il est toujours percutant, sauf qu'il n'est pas aidé. Il y a aucun joueur autour de lui qui lui sert un appui, qui se fait voir pour que il décharge le ballon sur lui pour continuer sa course. Après un 1-2, quelque chose de voilà, une solution tactique. Non, il est obligé de prendre le ballon et essayer 2-3 dribbles à la suite. Donc lui, je le sauve. Je sauve Weston McKennie, mais juste par la phase d'acharnement, parce que quand même il a su être déterminé. Après, il lui manque la qualité, ça on le sait, on peut pas l'en vouloir. Et je sauve Cambiaso, qui se montre vraiment le jeune révélation de cette Juventus pour cette année.
mais dans la totalité, la Juventus a joué un football éteint. On n'a pas eu les verticalisations qu'on voit d'habitude, qui sont faites par Bremer ou même par Locatelli. Locatelli qui a été assez brouillon, quelques bonnes interceptions, mais assez brouillon dans la phase de construction de jeu. Donc cela ne peut pas suffire à cette Juventus. Et cette crise que nous avons au milieu de terrain, eh bien, on n'a qu'à espérer que pendant la fenêtre de mercato de janvier, la Juventus aille sélectionner le bon élément. Et le bon élément, à mon humble avis, c'est un mix entre quelqu'un qui peut être prêt tout de suite et qui peut apporter de la valeur assez rapidement, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de le prendre en janvier avec encore 4 mois à jouer, le temps qu'il s'adapte à l'équipe, au championnat, etc. Mais aussi, doit être quelqu'un qui va pas te bousculer des équilibres qui sont établis aujourd'hui dans le vestiaire, mais qui sont quand même hyper fragiles. Et là, je parle de clairement Locatelli, Rabiot et McKennie étant les titulaires, avec Miretti derrière, avec d'autres joueurs qui sont là, comme ils disent, comme Hazard, comme Nonge par exemple. Mais il faut pas mettre quelqu'un qui aille tout de suite challenger la place d'un Rabiot, la place d'un Locatelli, la place peut-être même d'un McKennie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des équilibres aujourd'hui qui sont en train de se former, et je trouve que ça serait contre-productif à les mettre de la compétition un peu entre guillemets malsaine en fin de championnat. Ça, c'est des choses que tu remets à zéro peut-être en été, mais il faut te trouver ici le 4e/5e homme à faire rentrer dans les rotations match après match, qui après, dans 5-10 matchs, pourra même être un titulaire confirmé, mais il doit gagner sa place. On doit pas prendre quelqu'un qui arrive avec la prétention tout de suite d'être un titulaire, parce que ça pourrait porter préjudice au vestiaire. Voilà pour mon analyse. Dites-moi à quel pourcentage vous partagez tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Je vais entendre ce que vous pensez de ce match, à la fois côté arbitral et à la fois côté prestation de la Juventus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne, mais aussi la vidéo, et d'activer la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Moi je vous salue, je vous souhaite un bon week-end, et fino alla fine, forza Juve. Ciao!